Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans un nouvel épisode dans le carré. Aujourd'hui, on accueille un patron, oui, car le capitalisme, c'est notre dada et le capitalisme poker, c'est ce qu'on préfère. Bonjour, monsieur Raphaël Blouet. Salut Loïc, merci pour ton invitation, ça me fait plaisir d'être là. Ben écoute, ça me fait plaisir que tu aies accepté aussi. Alors, je dis patron, c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. Tu es l'un des fondateurs de Spinelint, mais tu es aussi un joueur de poker très reconnu par le petit milieu. Alors là, à chaque fois que je prononce ton nom, tout le monde est OK pour dire « Ah ouais, non mais attends, c'est pas n'importe qui ». Et croyez-moi, dans le milieu du poker, quand tout le monde est unanime, c'est rare, hein, donc je vous le dis d'avance. Donc deux carrières finalement, deux carrières, et on va en parler, parce que deux carrières, c'est beaucoup. On va commencer d'abord par ta carrière de joueur de poker. Est-ce que tu peux un petit peu la résumer en te présentant pour les gens qui te découvrent aujourd'hui? Quel accueil, merci. Euh, j'ai commencé le poker vers 14-15 ans, un petit peu comme... C'était en plein boom. C'était l'époque où tout le monde achetait des mallettes et jouait entre potes. J'ai commencé comme ça me plaisait beaucoup. À l'époque, j'étais fan de Magic, le jeu de cartes, et j'avais dans un coin de la tête que c'était quand même un sacré rêve de vivre d'un jeu. Magic, je me disais que la route était un peu longue quand même, et au poker, ça me semblait un peu plus facile d'accès. Ça n'a pas été sans encombre. J'étais étudiant à Sciences Po après, donc j'ai commencé les 2-3 premières années au lycée, puis je suis allé à Sciences Po, d'où je me suis fait virer au bout de 2 ans. Et évidemment, mes parents étaient ravis. Légèrement vénère, on dira. Un petit peu, je crois que j'ai fait... Tu vois, je me disais, c'est dur en général d'être dans le top 3% du bas. Et je crois que les gens qui rentrent à Sciences Po, il y en a 3% qui n'arrivent pas à terminer. Donc j'ai réussi, c'était bien. Toujours être dans la performance, c'est le principal. C'est ça, quel que soit le côté. Et bon, c'était un peu un signe aussi que les études, c'était pas forcément une voie qui allait me plaire et que j'allais continuer. Mais à ce moment-là, j'avais pas de bankroll, j'avais quasiment jamais gagné, j'étais même un peu endetté à cause du poker. Ok. Et, et du coup, je me suis dit, bon, bah, il n'y a qu'une seule option viable. Là, faut s'y mettre vraiment, là. Et je pense que ça m'a fait du bien Au pied du mur. ouais, au pied du mur, le pistolet sur la tempe. Et j'avais vraiment des grosses dettes, quoi. J'avais 10 ou 15 000 euros, ce qui était quand même énorme C'est une belle brochette à quoi, 20 ans? ouais, à 20 ans. Et puis je gagnais pas, quoi. C'était ça le problème, surtout si encore j'avais eu le. Il y a le Viet Phu qui disait récemment qu'il avait eu pendant un moment des dettes envers ses stackers, mais il avait ses dettes parce qu'il dépensait trop dans la vie. Enfin, il dépensait plus que ce qu'il gagnait. Moi, je dépensais beaucoup et je perdais. Donc, c'était Mauvais calcul. un peu problématique, mais j'avais quand même au fond de moi la conviction que ça pouvait fonctionner. Ouais. Un peu naïve et si ça a marché, c'est probablement de la chance, quoi. Et ça a fini par marcher petit à petit, quoi. Mais je partais pas dans les meilleures dispositions. Alors justement, ce petit à petit, c'est quoi? À partir du moment où tu décides que très bien le poker c'est tout droit, comment tu passes d'un joueur qui dépense trop en ne gagnant pas à un joueur qui aujourd'hui, clairement on peut le dire, t'as largement dépassé le million d'euros de gains. Euh, Déjà, mes parents ont arrêté de me financer. Mhm. Donc, il y avait plus cette espèce de soupape de sécurité où
fallait que je rentre de l'argent, c'était obligatoire, donc c'était un peu fini les conneries. L'année précédente, avant que que je me lance, je jouais au poker et j'avais l'impression d'être sérieux, mais ça m'arrivait d'aller acheter un pack de bière avant la session, tu vois, et de me dire, ah cool, ce soir, on va lancer quelques tournois, ça va être une bonne soirée, puis ils sont tous nuls, je vais les défoncer. Bon, ce genre de soirée commençait très bien, j'étais tout excité, finissait très mal. Donc j'ai arrêté ces conneries-là. Il y a eu aussi... moi, j'ai toujours beaucoup fonctionné au coaching et tu vois, dévorer le contenu vidéo, les livres. Et ça a coïncidé, cette période-là, avec la sortie d'un pack de vidéos sur les heads-up hyper turbo, qui a été fait par un joueur qui s'appelle Shader Zero et qui, à l'époque, avait presque 1 million de gains, ce qui était vraiment énorme en heads-up Stango. Et je crois qu'à ce jour, c'est le meilleur contenu vidéo que j'ai jamais vu parce que ce qui était génial, c'est que tu pouvais regardé ce truc, être nul, ne rien comprendre au poker et gagner. Et si tu appliquais un tout bêtement, il avait sorti une espèce de strat où sur ce genre de flop, tu fais ça, quand tu fais face à ça, tu fais ça. Et moi, je l'ai fait comme un bon élève que je n'étais pas à l'école. J'ai fait ça et ça a marché, quoi. Et du coup, ça m'a donné un a priori hyper positif sur le coaching et sur le contenu qu'on peut trouver sur Internet, puisque même s'il y a forcément des trucs qui sont un peu de moins bonne qualité que d'autres, bah, c'est quand même grâce à ce truc que je suis sorti de la merde et ça m'a motivé à poursuivre et à chercher d'autres coachs, à me faire coacher en privé plutôt qu'en achetant des packs vidéo. Et de coach en coach, de rencontre en rencontre, quoi, j'ai progressé. Et ça s'est assez rapidement bien passé, quoi. Quand tu dis ça s'est assez rapidement bien passé, pour donner un ordre de date et de chiffres un peu, entre le joueur qui démarre sa carrière pro définitive et les premières années, enfin et les premiers temps ça se passe bien, c'est combien? Donc en gros, fin juin 2013 ou un truc comme ça, je me fais virer de Sciences Po. L'année d'après, un an exactement plus tard, je suis expatrié au Royaume-Uni, à Édimbourg, et je passe de moins 15K de bankroll à quelque chose comme 50K. Pas mal du Et tout. l'année suivante, j'ai 154 de bankroll ou un truc comme ça. Donc, ça, Ça va vite. c'est allé assez vite, ouais. Mais pareil, après mon installation à Édimbourg, donc là j'étais déjà, tu vois, ça devenait un projet qui se concrétisait, même pour mon entourage. Mes parents se disaient, ça fait 1 an qu'il s'en sort, ça a l'air d'être un projet qui est réfléchi parce qu'il s'expatrie, tu vois, ça donne du poids Oui, est ce que tu es en train de faire, tout à ce que simplement. je suis en train de faire. Mais 2 mois plus tard, je retombe à 5-4 bankroll ou un truc comme ça. Donc il y a eu À cause un de peu quoi? Du run ou de la vie où t'as un peu trop profité ou un peu les deux. L'installation un peu m'avait d'argent coûté assez déjà, ouais, cher. bien sûr. Euh, et puis, j'ai toujours été assez agressif en gestion de bankroll. Mon point de vue, c'était que de toute façon, les shots finissent par passer. Et au bout d'un moment, quand tu es sur la plus haute limite, euh, tu vois, ta bankroll, elle va continuer à grandir et finalement, tu auras 500 buy-in de la plus haute limite. C'est pas grave, quoi. Mais sauf que quand tu es un peu short pour jouer la plus haute limite, je l'ai joué quand même. Et, euh, et puis, c'est passé, tant mieux, quoi. Mais... Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait après avoir commencé à être bien installé, avoir une bankroll plus que décente? On est un peu feignant. On se croit déjà Euh, arrivé? ouais, un petit peu. C'était un peu le même sentiment que j'avais eu à Sciences Po, où tu vois, il y a, pour ainsi dire, pas d'échec. Ouais. Oui, parce que Et le plus dur, c'est d'y rentrer. c'est ça. Et bon, il y en a un petit peu quand même. Et là, c'est pareil. Le plus dur, c'était d'arriver à monter la BR normalement, mais là, toi, Ouais, au moment où j'ai 154 bankroll, il se passe 2-3 années où je dépense
beaucoup d'argent Ouais. et ma bankroll se maintient globalement. Ok, donc qualité de vie, quoi. Ouais. Qualité de vie complètement débile. Et puis, Quand tu dis complètement débile, c'est que quoi? Avec le recul, c'est de la dépense ou avec les années, tu te dis que c'était pas nécessaire? ouais, clairement, bah, les... J'étais pas obligé d'avoir 4 iPhones. ouais, en matériel informatique, il y a un petit peu, mais surtout, j'ai déménagé 7 ou 8 fois depuis que... C'est beaucoup ça. Ouais, c'est beaucoup, et à chaque fois, ça coûte une blinde, quoi, parce que souvent, d'un pays à un autre, donc faut amener toutes tes affaires, t'as les 3 mois de loyer, blabla, et tout, et à chaque fois, des loyers aussi un peu exorbitants. Donc voilà, il y a eu 3-4 années comme ça où resto 4 fois par semaine, sortie en boîte à la fin du resto. Enfin, c'était pas très malin. Et les grosses bouteilles. Ouais, j'ai jamais été. Enfin, il y a eu des bouteilles, mais j'ai Jamais jamais eu abusé. d'addition à 5K Ouais, en boîte, quoi. tout le monde ne peut pas être levier de fou. Ouais. Je Donc, me disais, avec 154 bankroll, mettre 5K dans une soirée, c'est un peu dommage, quoi. ouais, c'est un peu violent. Bon alors, donc il y a ces 3 4 ans là et ensuite. Ensuite, je reçois un MP sur le club poker d'un copain de Jérôme Brion. Qu'on salue, Jérôme, ami en Salut commun. Jérôme. Qui me dit ouais, salut, je fais de l'affiliation. Je sais que tu as quelques poulains en spin and go et en heads up. On pense. Quand il dit quelques poulains, ça veut dire que quoi? Déjà, à ce moment-là, toi, tu coaches un peu, tu... Comment ça Ouais, se... j'ai 7 ou 8 joueurs que je coach et stack, mais de façon Personnel, privée, quoi. ouais. Ouais. Et ça se passe bien, je suis content. En plus, tu vois, ça permet d'échanger avec des gens, de les voir progresser aussi. C'est vraiment un truc qui rentre très vite dans mon équilibre et qui me plaît. Ok. Et donc, il me dit, moi, je fais de l'affiliation. On pense que c'est deux domaines qui sont assez complémentaires, puisque si tu arrives à faire monter un joueur à des limites plus hautes, bah forcément, il va générer plus de rec pour les sites et du coup, les commissions en affiliation vont être plus élevées. Donc, le mariage était assez naturel et puis, j'avais pas l'impression que le fait de m'associer avec des gens qui fassent de l'affiliation, ça dénature où tu vois, ça me pousse à former des mauvais joueurs. Enfin, le but, ça restait quand même avant tout de former des joueurs qui soient le meilleur possible et qui soient capables de jouer le plus cher possible. Mais j'ignore ce message parce que je connais pas le mec et il écrit. Enfin, tu vois, ça me donnait un peu l'impression qu'il avait écrit ça vite fait. Ouais. Je me T'as un disais bon, doute? ouais, j'ai un petit doute. Je me dis c'est bizarre. Et il réinsiste un mois plus tard et il fait bien parce que là, cette fois, je m'y intéresse et on lance Pinelite en juin 2017. Ok. Ouais. Quand tu dis on lance ce Spin Elite, alors, justement, parlons-en. Là, t'as fait la première phase de ta carrière. Deuxième phase, on devient un peu chef d'entreprise quand tu lances Spin Elite. Alors, Spin Elite, pour ceux qui nous regardent aussi, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? Ouais, bah, l'idée c'était de faire ce qu'on faisait, enfin ce que je faisais moi de façon privée, c'était de prendre des joueurs, de leur fournir tous les outils nécessaires pour réussir et de les accompagner, on l'espère, le plus souvent possible, vers les hautes limites. En échange de ça, les joueurs nous donnent une part de leur profit. Plus ils gagnent d'argent, plus cette part diminue. Donc on a des joueurs qui ont 90% de leur profit aujourd'hui pour eux et on prend seulement 10%. Et le deal de base, c'est tu commences à 50-50 et plus tu évolues, plus tu te rapproches de ce 90-10. Vous les stackez? On les stack, ouais. Donc on leur fournit une bankroll et on les coach. Ok. Quand tu dis on les coach, qu'est-ce que ces gens-là ils peuvent retrouver sur Spin Elite? Ils ont un coaching privé par mois et 2 coachings de groupe par semaine, Ok. qui sont des coachings de groupe par niveau. Il y a du contenu vidéo ou pas dedans? Raph aussi. Ouais, c'est aussi un truc sur lequel on était très sérieux là-dessus au début, et puis
On a eu des problèmes de site internet et puis des problèmes aussi de motivation des coachs à produire du contenu. Et là, ça fait un peu plus d'un mois qu'on a recommencé à sortir une vidéo par semaine pour nos joueurs, quoi. Tu parles de problèmes avec tes coachs. En regardant ça un peu de loin, on a l'impression que Spinelli, ça a vraiment bien démarré. Qu'il y a un moment où vous étiez un peu dans le creux, ou du moins, vraiment, vous parliez, ça faisait beaucoup moins parler, et que là, vous revenez vraiment sur le devant de la scène depuis quelques mois. C'est quoi ton avis là-dessus? C'est une impression ou c'est un peu lié à l'actu de Spinelli? Je pense que c'est très lié à l'actu et j'ai l'impression que c'est un truc qui est généralisé dans le poker, dans le sens où il va y avoir des espèces de phénomènes de mode ou Mhm. des discussions qu'il faut absolument pas rater à certains moments. Mais ça a été complètement déconnecté de la croissance de Spinelli. Les moments où on parlait le plus de nous, c'était pas pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'était pas les moments où ça se passait le mieux. Et quand on ne parle pas de nous du tout, enfin, voilà, c'est assez stable, quoi. Là, on continue à grandir et le fait qu'on essaye de communiquer un petit peu plus sur les réseaux depuis quelques mois, avec notamment plus de vidéos YouTube, voilà, qu'on travaille un peu notre marketing, c'est juste qu'on s'est rendu compte et que les gens nous ont dit, mais les gars, vous êtes complètement débiles, vous faites zéro. Vous faites vraiment rien du tout. Et, euh, et avec mes trois associés, on en a parlé, on s'est dit, bon, ce serait peut-être temps Peut-être qu'il de... serait temps de sortir un peu du bois. Ouais, Alors, Spinelite, ça a combien de temps maintenant? un peu plus de 3 ans et demi. Alors, en 3 ans, déjà, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, de faire ce projet? Qu'est-ce que t'as appris du projet en termes gérer une société, gérer l'humain, les bonnes news, les bad buzz qu'est-ce que t'as appris de tout ça? Il y a une grosse partie de ma naïveté qui s'est envolée. Ouais. Euh, Quand tu crées un projet à quatre, tu te dis, tu vois, au début, il y a cette espèce d'énergie hyper positive où tout le monde va dans la même direction. On sait qu'on veut faire sortir le truc de terre et bon, il n'y a qu'une seule direction, c'est de pousser vers le haut, quoi. Une fois que le projet est en place, bah, tu as 1 million de voix dans lesquelles tu peux te lancer. Et comme tu as 4 personnes qui sont cofondateurs, puis après des gens qui nous ont rejoints, qui ont aussi des responsabilités importantes, bah, c'est pas facile du tout, quoi. et, euh, et au début, aussi par naïveté, tu te dis que forcément, parce que, bah, parce que, parce que je sais pas, mais forcément, tes idées et l'impulsion que tu as envie de donner sont mieux que les autres. Ou parce que c'est des idées. Toi, tu as eu le temps d'y réfléchir de ton côté, tu vois, ça a du sens dans ta tête, mais dans la tête des autres, ça n'en a pas. Et eux, la même chose, en fait. Ils réfléchissent à comment faire le mieux pour la société. Et parfois, les conclusions sont très différentes. Alors que dans les deux cas, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Et c'est un truc que j'avais vachement de mal à accepter au début, parce que j'avais l'impression, bah ouais, j'ai été GTO dans mon raisonnement où je peux pas avoir fait d'erreur. Il faut qu'on aille dans cette direction. C'est pas possible de faire autrement. Donc ça a été vraiment intéressant, la relation qu'on a, comment on a fait évoluer notre relation en tant qu'associé, comment on a réussi à gérer tous les désaccords qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on idéalise au début quand on lance un projet. Ensuite, l'autre point le plus important pour moi, ça a été effectivement sur la gestion des bad buzz et puis des buzz en général. Le premier good buzz qu'on a eu, c'est quand on a lancé Spinelli. Il y a eu une espèce d'effervescence où j'avais réussi mon challenge, gagner 25K en un mois en spin. J'avais été invité à la CP Radio. Les gens commençaient à me MP. Tu vois, quand je sortais à Malte, il y a des gens il y a des joueurs de poker qui venaient me voir et qui me disaient c'est fou ce que tu as fait, ce que tu as lancé. Et ça te. Enfin, c'est facile de pas prendre la grosse tête, tu vois, mais forcément, ça change un peu ton rapport aux choses. Je suis Et d'accord. donc ça, c'était un truc sur lequel j'ai aussi dû pas mal travailler pour redescendre un petit peu
et garder la tête froide. Et puis, il y a eu la gestion des bad buzz où, encore par naïveté, j'avais l'impression que l'opinion que se font les gens, elle va toujours être éduquée, elle va être... Oh là, oui, non. Non, pas éduquée, mais elle va être au moins basée sur de la recherche, sur des éléments qui vont être un petit peu tangibles. Non plus. Et je me disais aussi qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de personnes qui pouvaient. Il n'y a pas de troll, il n'y a pas de méchant, tu te dis. Voilà, il n'y a pas de troll, il n'y a pas de méchant. Ah, bah ouais. Alors que si. Si. Et... Ne jamais sous-estimer le nombre de gens qui, dans leur vie, ne font rien. Ils sont juste des sombres connards. Non, non, il faut... Ouais, il y en a qui font des choses, mais qui sont aussi des trolls et des méchants. Oh, c'est chaud, hein, parce que quand t'es un troll, mon gars, faut que tu sois là à répondre quasiment tout le temps pour répondre tout et rien. Faut être plus proche du RSA que d'avoir monté 3 entreprises, hein, parce que... Ouais. Et du coup, le premier bad buzz arrive, et moi, innocemment, je me dis, c'est pas possible que ça tienne. Le premier bad buzz, est-ce que tu peux expliquer aux gens, si ça te dérange pas, justement, le premier bad buzz que vous prenez avec Spinelli? Pas de souci, ouais. Alors, Spinelli sort une vidéo dans laquelle je joue. Et pendant la vidéo, je reçois un message Skype d'un joueur qui me dit Salut Raph, j'ai gagné un jackpot à 20 000 euros. J'ai décidé de le jouer tout seul. Et il est content, tu vois. Et moi, je le vois je me vois en train de record cette vidéo. Et puis, je vois ce message qui pop. Et t'es content pour lui? Je suis content pour lui et je me dis, mais il n'y a rien, j'ai même pas besoin d'éditer la vidéo. Première erreur. Parce que... Mauvais choix d'entrée. Et donc tout part de là, puisque il y a une capture d'écran de la vidéo qui est postée sur Club Poker où on voit le message en question. Et à un moment, un mec sur Club Poker, au début du bad buzz, me demande... mais si tu avais demandé de l'aider, est-ce que tu l'aurais fait? Et je dis, bah, j'en sais rien, c'est possible. Et oui, t'as essayé d'être honnête. Mauvais choix. Sachant que ce mec-là, c'est un de mes meilleurs amis, il était à mon mariage, on a partagé une chambre pendant un mois à Las Vegas, on a fait Malte, l'Autriche ensemble, on est vraiment extrêmement proches. Et ouais, puis enfin, je sais pas, tu vois, il y a 0 EV pour moi à le faire. J'ai un certain pourcentage de spin elite. Le joueur va prendre un cut s'il gagne le jackpot. Moi, le fait que je joue à sa place, ça fait augmenter son win rate de 1 ou 2 ou 3%. Et tu vois, au final, j'avais fait le calcul d'ailleurs sur le club poker et ça avait un petit peu calmé les choses. Au final, à faire ça, je gagnerais, je sais pas, 15 euros ou 20 euros de V. C'est ridicule. Pas Et donc ça, c'est la première partie du bad buzz où je suis droit dans mes bottes là-dessus, même si je reconnais que c'était vraiment une erreur, mais bon, il n'y avait pas de mauvaises intentions. Et puis aussi, c'est vraiment, tu vois, il y a plein de vidéos où tu vois les teams pro qui sont en train de jouer un tournoi derrière le même PC, il y a toutes les colloques de joueurs MTT. Enfin, il ne faut pas non plus être dans le déni complet de ce qui peut se passer. Et là, il y avait vraiment zéro mauvaise intention. Et la deuxième partie du bad buzz, c'est qu'à l'époque, on utilisait un logiciel qui s'appelait la waiting list, où en gros, on avait une cinquantaine de joueurs qui étaient répartis sur 4 sites, qui étaient répartis des 10 euros aux 250 euros. Et la waiting list permettait à un joueur qui joue sur PMU en 25 euros de dire coucou, je suis en train de jouer. Et ça permettait aux 2-3 autres joueurs de Spin Elite qui jouaient à cette limite-là de ne pas s'asseoir en même temps. Ok. Et ça, c'était un truc qui était accepté par les conditions générales d'utilisation des sites de poker, qui était utilisé par nos concurrents et qui a été validé par les services de sécurité des rooms qui ont bien voulu faire une analyse. Okay. Donc, ils m'ont appelé, globalement, les rooms m'ont appelé, m'ont dit « Est-ce que tu peux me montrer le logiciel? Comment ça fonctionne? Quel est l'objectif ?» Je leur ai montré. C'était la première fois que je découvrais Zoom, d'ailleurs. Un responsable de sécurité d'une grande room m'a appelé avec Zoom. J'ai trouvé ça super, du coup, j'ai direct buy-in. Et donc, voilà, on était dans la légalité totale et surtout, on était en ligne avec nos concurrents
là-dessus. Ça a fait un espèce de scandale à nouveau en disant oui, c'est dévastateur pour l'écosystème, blablabla. Très bien. En termes d'éthique, peut-être qu'on peut en débattre, mais on ne fait rien de mal, quoi. Et moi, c'est ce que je l'expliquais aussi. Ma carrière, elle a été jalonnée de moments où j'ai dû me battre contre des groupes de 3 ou 4 joueurs pour essayer de gagner ma place. Et c'était comme ça que ça fonctionnait en heads-up sit and go. C'était comme ça que ça fonctionnait ensuite en spin quand j'ai fait mon challenge. Mon challenge, c'était contre un groupe d'Espagnols. Enfin, mes adversaires principaux, c'était un groupe d'Espagnols. Et donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de la culture de ce format-là. Et puis, en plus, qui était accepté par les CGU. On a fini par désactiver la waiting list 6 mois plus tard, sous la pression populaire. Ça n'a à nouveau rien changé sur nos profits, nos pertes, voilà. Mais c'est aussi un des sujets qui nous a causé un peu de tort. La dernière histoire, désolé, c'est que on a 2 joueurs qui swappaient en fait, et c'est pareil, apparu dans une vidéo. On est très bon en vidéo editing pour. Et c'est 2 joueurs qui swappent, et en fait, comme quand même en MTT, tout le monde le fait, par exemple. Ouais. Et bon, déjà, ça les regarde, c'est 2 joueurs de Spin Elite, on ne peut pas les contrôler tous, ils décident de swapper ensemble. Ouais. Et sauf qu'ils arrivent, qu'ils se retrouvent sur les mêmes parties, comme en MTT. Les joueurs qui swappent en MTT sont... D'ailleurs, tu en as parlé dans ton poker débat sur les high stakes, ça a été longuement évoqué. Mais sauf qu'en spin, il n'y a pas de question d'ICM, il n'y a pas de question de bulle. Et en fait, c'est pas possible de collusionner quand même MTT. C'est pas possible de se soft play pour faire en sorte qu'un joueur fasse l'ITM parce que tu as 20% sur ce joueur. C'est absolument pas possible. Donc, la seule chose qui est possible de faire, c'est si tu dis tes cartes à un adversaire. Par exemple, j'ai l'as de cœur, il a moins de chances d'avoir la couleur. Mais bon, ça, c'est de la collusion pure et dure, c'est de la triche. Et c'est au service de sécurité des sites de détecter ce genre de triche. Ouais, bien sûr. Et puis là, il y a un mec qui écrit ouais, bah tu vas voir, nous on va jouer à 2 contre toi et tu vas voir ce que tu vas voir. Et forcément, le CP 100 balles se dit bah ouais, il peut pas répondre à ça. Évidemment, il peut pas jouer à 2 contre 1. Mais encore une fois, bon, il y a aucune recherche, Enfin, c'est vraiment un truc basique d'ICM que c'est pas possible de collisionner en spin. Okay. Et personne le dit, quoi. Il y a un mec qui au final a pris ma défense, qui a dit mais calmez-vous les gars, c'est quoi cet acharnement? Et la moitié des gars qui profitaient, enfin qui entretenaient, qui mettaient de l'huile sur le feu, vous le savez très bien en plus, quoi. Et c'est juste que ouais, c'est... Donc voilà, c'est les 3 bad buzz de Spin Elite qui ont eu lieu sur une période de 6 mois. Évidemment, ça a été... 6 mois. Ah ouais. Parce que moi je connaissais le premier, pas les 2 autres. Ah oui, vous avez enchaîné quand même. Bah, ils se sont... Ouais, disons que le premier a entraîné on a été un peu plus sous les radars, quoi. Ouais. Et les gens voulaient... Enfin, voilà... s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ouais. Bon, alors après cette mauvaise période, qu'est-ce qui s'est passé pour Spin Elite? Ça s'est complètement essoufflé, en partie quand on a annoncé qu'on arrêtait la waiting list. Ça a bien calmé les esprits, et puis au bout d'un moment, les gens se lassent aussi. Nous, juste après, on a ouvert notre section MTT. Ouais. Pourquoi d'ailleurs vous avez ouvert une section MTT alors que justement... Vous étiez réputé justement pour les spins, tout simplement? Parce qu'on sentait qu'on arrivait à maturité en spin, qu'on avait lancé, que la section tournait bien en spin, et du coup qu'on avait de l'énergie pour se consacrer au MTT. On a aussi eu l'opportunité de travailler à ce moment-là avec Nicolas Cardin, qui était... peut-être que tu le connais. Bien sûr, enfin je connais, pas personnellement, mais qui était un très très bon... Enfin, qui est d'ailleurs toujours, je pense, un très très bon joueur. Ouais, je sais plus s'il joue encore ou pas, par contre. Mais... Je crois qu'il vient d'arrêter. Il est plus coach chez nous, mais c'était super, quoi. C'était le plus gros Sharkscope MTT français, donc tout se goupillait bien à cette période-là. Et puis aussi, il y avait Smart Spin qui sont nos concurrents internationaux, qui ils ont posté un graphe de leur section MTT qui avait l'air
on s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce format-là. Et donc, on a lancé ça et on est à quelques milliers d'euros d'atteindre le million d'euros de profit pour nos joueurs 1 an et demi après. Donc, on est content, quoi. Alors, parce que quand vous vous êtes lancé, vous n'étiez pas très nombreux, ni dans ce format-là, d'ailleurs, que propose Spinelite, ni dans, on va dire, le coaching en général, peu importe la forme, est-ce que c'est vrai? Parce que finalement, toi, tu te définirais quoi? Coaching, stacking backing, entre les deux, autre chose? Comment tu définirais parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de formules et de coaching différents. Comment tu te situerais par rapport à Spinelli sur ça? Nous, on est clairement du stacking avec du coaching. Le coaching n'étant jamais payant. Ok. Et par rapport justement à tous les autres qui sont arrivés au fur et à mesure, qui soient directement d'ailleurs liés avec le, euh, comment dire, dans l'idée d'être spécialisé dans les spins, ou coaching plus classique, ou j'en sais rien, moi, je pense à Notser là pour ce qu'ils ont lancé là, les webinaires, ou d'autres. Comment vous vous situez par rapport à tout ça? Comment toi tu vois arriver ces différents acteurs là? Hum, Bah, la plupart par exemple, Fowan, Julien RQT, tout ça, c'est des masterclass, donc Mhm. c'est pas du tout notre domaine d'activité. Ouais. Batmax, c'est Spin for Win. Batmax qui a travaillé avec nous d'ailleurs pendant 1 an, avant de lancer son abonnement vidéo. C'est pareil, c'est Run It Once, enfin c'est un peu ce que fait Run It Once, mais à la française. Ouais. Les deux plus proches, ce serait Notser et ATM de Clément Richet. Le Mais monsieur Clément Richez, on te fait un bisou si tu nous vois. salut Clément. Mais ouais, j'en parlais avec Clément aussi. On se fait pas tellement concurrence. Lui, il veut vraiment 10 joueurs qui soient une équipe et c'est un petit groupe hyper soudé, hyper performant et c'est une super aventure qu'ils ont réussi à créer. Mais on est en bon terme. Il y a des joueurs qui font la navette entre chez nous, chez eux. C'est déjà arrivé. Et puis Il n'y a pas de et guerre, voilà, il y a quoi. quoi? Il n'y a pas de guerre et pas du tout de concurrence. Et puis avec Notser, c'est un petit peu pareil, quoi. Il me semble qu'ils doivent partir au Cambodge. Enfin, ils sont tous dans Ouais, il la. y a deux, enfin, aujourd'hui, il y a deux formules, quoi. Il y a ceux qui veulent partir au Cambodge, et ils ont une formule online maintenant, qu'ils ont appelé le webinaire. Ouais, ils ont Ok. ces deux formules-là. Mais ça reste à la base une sorte de formation poker. Bon, après, il y a eu le Covid, donc ils ont essayé, je pense, de pouvoir enseigner et proposer des choses bah, sans de pouvoir prendre l'avion, forcément. Mais dans les deux cas, c'est deux super projets et on a de bonnes relations avec les deux. On a Ouais, failli commencer la session NTT, d'ailleurs, la section NTT de Spinelite avec Romain d'accord. avant qu'il se lance dans notre serre. Mais ouais, il y a zéro concurrence, quoi. Ok. La suite, parce que ce qui a un peu révolutionné le poker, justement, c'est tous ces spins, peu importe comment on les appelle. Est-ce que déjà, tiens, avant de poser la question, est-ce que pour toi, c'est la même jeu de jouer au poker classique ou en spin? Est-ce que vous jouez vraiment au même jeu? 100%. Ouais. Parce que t'as ceux qui vont te dire, ouais, mais c'est tout va plus vite, tout est accéléré, c'est presque du par cœur. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Ben, il y aurait déjà beaucoup, beaucoup plus de joueurs en high stakes si c'était le cas. Mhm. Les 250 et même les 100, voire les 50 euros sont hyper compétitifs. Je joue beaucoup en cash game en ce moment et même si il y a beaucoup plus d'options et la créativité est peut-être plus importante, les erreurs qui sont. Enfin, le niveau de jeu est pour moi assez faible en cash game. Enfin voilà, il y a pas de. Les spins sont beaucoup plus faciles. J'ai l'impression que c'est plus l'inverse maintenant, je dirais c'est peut-être un peu plus facile de gagner en cash game ou en MTT qu'en spin high stakes. Ah ouais? Bon, après, ça dépend toujours ce que tu appelles high stakes, mais je pense que c'est plus facile de gagner
en MTT 100-250 qu'en spin 100-250. Ok. Assez largement. Sur le cash game, je pense aussi que c'est plus facile de gagner en spin 100-250 qu'en 1-2-2-4 online. Après, 3-6-5-10, je sais pas trop, mais... Ok. Et donc pour toi, même jeu, et avec l'arrivée des ultras? Bah, c'est des compétences différentes qui vont être requises, mais ça demande par exemple d'être hyper fort pré-flop. Et être fort pré-flop, ça veut pas dire simplement connaître tes ranges, mais ça veut dire en dévier dès que tu en as l'occasion pour gratter le petit pourcentage de V qui va faire la différence entre ta moins 2% de ROI et plus 2%. Et donc c'est beaucoup plus de détails. Évidemment, post-flop, il y a moins de situations, mais il y a quand même des situations compliquées. C'est un jeu qui est extrêmement dur, quoi, les ultras, parce que les edges sont ultra faibles, donc réussir à gagner en ultra, c'est hyper compliqué, quoi. Vous l'avez étudié? Toi, tu l'as étudié, ça? Quand c'est arrivé, quand ça a débarqué, les... C'est le grand regret de ma carrière, c'est que j'ai toujours 6 mois de retard. Ah mais, mais ouais, j'ai beaucoup joué en ultra, mais malheureusement pas à la période où c'était le plus intéressant. C'est-à-dire quoi, au tout début? Quand tout le monde Au y tout va début, pour se ouais, quand tout le monde y va pour se buter, quoi. c'est ça, ouais, de août à jusqu'au confinement, c'était, et après enfin, pendant le confinement aussi, Ouais. c'était la folie, mais de août dernier jusqu'à la fin du confinement, c'était incroyable. Alors maintenant, il y a donc la suite. La suite, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant que chef d'entreprise avec Spinit. Aujourd'hui, tu as 130 joueurs, c'est ça? Ouais, dans ces eaux-là, ça fluctue un petit peu, mais dans ces eaux-là, ouais. C'est quoi la suite de Spinelline? Comment tu l'envisages? On va mettre de côté le fait qu'on est encore en pandémie. On va espérer quand même s'en sortir un jour ou l'autre, bordel. Comment tu peux envisager la suite aujourd'hui? Bah ouais, justement, cette année, on avait vraiment pour ambition d'envoyer une tonne de joueurs sur les lives, surtout qu'on a des joueurs C'est bien maintenant qui joué! sont... Ouais, c'était le bon timing. C'était l'année où ça se goupillait bien à nouveau. On avait envie d'investir un peu en termes de marketing, donc avoir des joueurs avec le logo, ça faisait partie aussi des idées, et aussi d'organiser des événements sur tous les tournois Winamax où tu vois y aller, louer une maison pour 30 et passer une bonne semaine. C'était le genre de choses qu'on avait Ah, envie de faire. et régaler les invités, j'espère. Régaler les invités, Un ouais. mec qui passe un peu chaud Et avec une barbe, tu vois, un truc comme ça, quoi. ouais, ce genre de Ce choses. genre-là, tu sais. Les mecs qui jouent Et puis pas, les mecs qui viennent juste pour les apéros, tu sais, pendant une semaine. ah, c'est possible de passer une très bonne semaine sans jouer au poker à Dublin Ou en Espagne. ou à Lorette. Ouais, voilà. Mais et puis en plus, on avait maintenant des joueurs MTT qu'on pouvait envoyer et dont on pouvait espérer Ouais, qu'ils te allaient faire une réussir performance. à performer. Donc c'était c'était pas mal comme objectif. Bon, ce sera pour l'année prochaine, on espère. Euh, Sinon, en termes de croissance de Spinel, on est quand même sur un marché qui est pas infini, le marché français. Ouais. Et je pense que je sais pas, tu vois, si on va continuer à vraiment, si dans 3 ans on aura 300 joueurs, je pense qu'on n'est pas loin De votre point de euh, rupture. de notre, ouais, de notre cap en termes de nombre de joueurs. Et peut-être que d'ici là, on aura d'autres idées euh, dans l'univers du stacking ou peut-être qu'on proposera une plateforme pour vendre des parts ou ce genre de choses, tu vois. On n'y a pas réfléchi, mais ce qui est sûr, c'est que on restera actif, on cherchera. Si on se rend compte qu'on a atteint les 150 joueurs, qu'on a réussi à créer une équipe de live, etc., ben on cherchera d'autres idées et comment faire grandir l'écosystème Spinelite, quoi. Et pour toi, personnellement, qui aujourd'hui est entre deux vies, finalement. C'est un reproche qui est beaucoup fait au coach
Ouais, il commence à coacher parce que c'est la meilleure façon pour lui de gagner de l'argent, il gagne plus aux tables, ce genre de choses. Euh, pour moi, c'est complètement l'inverse en fait. Si, enfin, j'ai besoin de jouer beaucoup pour me sentir légitime dans mes coachings. Mhm. Et parce que, enfin, j'aime pas raconter n'importe quoi à- aux gens à qui je suis en train de parler. Et aussi, j'adore jouer. J'adore vraiment ça. Et, et, et j'ai envie d'aller le plus loin possible. Chaque année ou même chaque semaine de devenir une meilleure version de moi en tant que joueur de poker. Et ouais, c'est ce que j'essaye de faire tout en m'amusant et en profitant de la vie. Mais Dans- voilà, quoi, je suis toujours autant motivé par le poker. Je fais ma meilleure année en 2020 et, et j'espère en faire une encore meilleure en 2021. Et l'expérience que tu es en train d'apprendre du côté industrie, est-ce que le jour où tu vas arrêter le poker, tu penses que tu repartiras peut-être comme chef d'industrie, d'ailleurs peut-être pas forcément dans le poker, ailleurs? Est-ce que cette partie-là, elle te permet aussi d'envisager l'avenir à long terme? Je pense que j'ai acquis de l'expérience en management et en gestion d'une société, mais je crois pas que ce soit. Je crois que je suis plus attaché au côté solo de la carrière d'un joueur de poker où tu essayes vraiment de te développer toi et euh, plutôt que à repartir, à partir, surtout dans une entreprise traditionnelle, quoi, j'aurais vraiment beaucoup de mal à. Donc tu serais plus dans ton avenir pour rester dans ce milieu-là, entre coaching, joueur, et pas forcément l'industrie est pas forcément ce que tu vises à long terme. Ou alors des projets start-up un peu flexibles aussi, où on est tous en télétravail aux quatre coins de l'Europe et on travaille aux heures qu'on veut et c'est un projet qui nous passionne. Mais ouais, pas une vie d'entreprise classique, quoi. Eh bien, écoute, mon Raphaël, ben, c'était passionnant. Petite dernière question quand même, je me dis, on parle beaucoup de spin, etc., mais est-ce que quand même, un jour faire péter le petit bracelet qui va bien, le petit trophée, est-ce que on y pense quand même encore? Parce que bon, oui, ok, on est joueur de poker spécialisé spin, mais enfin merde. Ouais, carrément. Enfin, ça serait, ça serait un petit kiff, quoi. Mais j'avais fait Vegas en 2019 pendant 3 semaines, justement, avec le fameux mec qui m'avait envoyé le MP sur Skype pour me dire qu'il avait joué son jackpot comme un grand. Ouais. Et c'était le but de transitionner, enfin, d'essayer de faire le plus possible de live. Mais bon, ça a aussi été coupé par le Covid. Mais ça reste dans un coin Et de ta c'est, tête. ouais, c'est cohérent avec ce que je joue en ce moment et j'essaye vraiment de progresser dans des formats qui me permettraient d'être performant en live, quoi. Eh bien, écoute, mon Raph, merci beaucoup, c'était passionnant. Alors, évidemment, messieurs, dames, si vous voulez aller retrouver toutes les infos sur Spin Elite, ça tombe bien, c'est juste en dessous, là. Tu regardes, là, regarde, là, je viens de te mettre les infos, c'est pour toi. Vous y allez, ça a bonne réputation. Regardez, ça a des gens de qualité. Et on aime bien les gens de qualité dans le carré. Merci de m'avoir accordé cette interview, mon Raph, merci beaucoup. Fais une grosse bise à Jérôme. Toujours faire la bise à Jérôme, c'est important. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Dans le Carré. On se retrouve très bientôt pour d'excellents moments ensemble. Ciao, ciao, ciao. Merci Loïc, à la prochaine.